Bienvenue dans cette nouvelle production vidéo, un praticien, un expert, consacrée aujourd'hui à la thématique optimiser la sécurité des élèves en escalade. Mais avant tout, pourquoi un tel sujet support d'une formation en ligne? La réponse est simple. Le constat récurrent d'une accidentologie scolaire encore trop importante dans cette activité spécifique. Une accidentologie liée quasi systématiquement à des défauts de vigilance ou au non-respect des principes élémentaires de sécurité. La question des équipements de protection individuelle, déjà traitée dans notre académie, est certes importante, mais elle n'est pas réellement la source accidentogène majeure de cette activité scolaire. En d'autres termes, beaucoup d'incidents, voire d'accidents graves ou très graves, pourraient être évités si certains principes, certaines précautions, certains automatismes, certains contrôles avaient été intériorisés chez les élèves, certes, mais également chez l'enseignant en charge de cette activité. Pour aborder cette question complexe, je vous propose de retrouver un expert, Jérôme Louvet, professeur agrégé au STAPS de Valence et spécialiste escalade. Bonjour. Et un praticien, Thierry Huan, professeur de PS, collège Charles de Gaulle, Guilherand-Grange. Notre angle d'attaque n'a donc aucune visée strictement pédagogique ou didactique, elle vise essentiellement l'optimisation de la sécurité dans vos séances ou dans vos leçons de PS, en nous appuyant sur les différentes formes de pratique susceptibles d'être abordées en EPS et permises par les programmes du collège au lycée. Nous retrouverons donc dans le cadre de structures artificielles l'escalade en moulinette, l'escalade en tête, mais également l'escalade sur bloc ou salpant. Bonjour Thierry, merci de nous accueillir ici au collège Charles de Gaulle sur la SAE. Les élèves vont bientôt arriver, est-ce que tu peux nous dire ce que tu contrôles sur la structure? Le contrôle visuel évidemment. Donc la première chose que sur laquelle je vais m'attarder, c'est les tapis de réception. Est-ce qu'ils sont correctement positionnés? Est-ce qu'ils sont solidarisés? Ensuite, un petit coup d'œil rapide sur les EPI, donc les dégaines, est-ce qu'elles sont toutes là, en position correcte, abîmées ou pas, et éventuellement le nombre de drisses après, mais c'est plus un problème lié à la pédagogie, le nombre de cordes que je vais pouvoir mettre en place. Thierry, tu es sur une structure homologuée, j'imagine, qui répond aux normes. Ça a été vérifié? Il y a une agence qui y passe régulièrement. Bon, ça c'est de la responsabilité de la municipalité qui est propriétaire, mais bien entendu c'est des tests qui sont faits en temps voulu. Bon les garçons, on démarre. Vous allez mettre vos baudriers. Bon Jérôme, qu'est-ce que tu en penses là? Ils n'ont pas tout à fait le même baudrier, mais a priori ça a l'air bon. Est-ce que c'est correct? Alors on va commencer par celui-là. Ouais. On voit que l'élève, c'est un élève de 3e qui s'est déjà enfilé correctement son baudrier. On a vu que, alors c'est un baudrier à pont d'encordement unique qui a l'avantage de ne pas confondre les deux ponts d'encordement. Et surtout on verra la petite sangle de centrage, donc au moins ici c'est une couleur pont d'encordement unique, c'est facile. Et on a vu que l'élève a d'abord réglé le baudrier sur la ceinture, et une fois que ça a été réglé à la ceinture, juste au-dessus des hanches, juste au-dessus des crêtes iliaques là, et il a dans un deuxième temps réglé les cuisses. Donc on a quelqu'un qui est déjà compétent. Très bien. Son camarade a pris un baudrier différent, qui est un peu plus ancien avec des boucles réglables, mais il a fait la même chose. Il a d'abord mis la ceinture et ensuite il a réglé le siège. Et on a vu que pour le faire, à l'image, il avait essayé d'organiser l'avant, l'arrière, droite, gauche. Donc à nouveau un élève de 3e compétent qui s'est fait en revanche une erreur.
puisque la sangle de centrage était mal positionnée et on a vu à l'image que le pontet était retourné, donc il a fallu le replacer correctement. Mais on a des vêtements réglés sous le baudrier, donc le point névralgique ici, les deux points d'encordement et le pontet de rappel bien visible ici, donc là on est prêt. Jérôme, là les sangles sont écartées en bas, c'est normal? Pas de souci, que les boucles doivent être à l'extérieur. En revanche, la fermeture n'est pas complète, puisque sur ces baudriers, la sangle doit passer 3 fois dans la boucle. Donc 1 fois, 2 fois, et il y a un retour obligatoire. Hein. Donc sur la cuisse ici, sur l'autre également, et on retrouve ces 3 passages sur les cuisses, de la même façon qu'on a une fermeture du baudrier sur la ceinture. On est bien d'accord que les boucles doivent non pas être dans l'aine, mais vraiment à l'extérieur pour ne pas gêner. Hein. Alors la question de la fermeture des sangles, Thierry, ne se pose pas sur ce baudrier. Ça doit être probablement aussi ce qui a justifié votre choix, puisqu'on a une boucle qui est autobloquante sur la ceinture et pour le siège, 2 boucles autobloquantes ici. Alors on a des baudriers qui combinent les 2 avantages de ces 2 baudriers qui sont ici, où on a en fait des boucles qui sont autobloquantes pour la ceinture et le siège, avec 2 ponts d'encordement et un pontet de rappel. Ça c'est très bien pour de l'initiation, il n'y a absolument aucun souci. Quand on veut commencer à évoluer sur des manœuvres un petit peu plus complexes, ces baudriers-là commencent à devenir intéressants. Mais on a la combinaison en quelque sorte des deux. Hein. Comment filer un baudrier? Il faut d'abord reconnaître les différentes parties du baudrier. La ceinture, la partie haute, le siège qui vient sur les cuisses et devant le pontet de rappel, ici, qui relie le pont d'encordement supérieur et le pont d'encordement inférieur. Accessoirement, on a sur les baudriers le porte-matériel sur le côté pour poser le matériel. Comment filer le baudrier? Tout simplement en le posant à terre, bien orienté, jambe droite et jambe gauche du bon côté. J'enfile mon baudrier comme un pantalon. Et une fois que la boucle de la ceinture est réglée, je vais pouvoir régler les cuisses sans trop serrer. Voilà, le baudrier est ajusté. Il faut insister sur le fait que les vêtements soient à l'intérieur de la ceinture pour que le baudrier soit bien visible et que l'enseignant puisse bien contrôler la partie avant du baudrier. Vous avez vu à l'image une classe de 3e qui a déjà vécu un cycle escalade et qui savait utiliser le matériel. Comment faire avec une classe qui débute pour la première fois l'activité escalade au collège? On peut recommander, on peut conseiller d'avoir de façon très frontale la totalité des élèves devant soi en arc de cercle. Chaque élève dispose d'un baudrier individuellement et l'enseignant montre les parties du baudrier, les dénomme et fait enfiler les baudriers aux élèves en même temps qu'il l'enfile lui-même, après avoir orienté l'avant, l'arrière, le haut et le bas, droite-gauche. Comme ça, on est sûr que les élèves font tous la même chose et que c'est contrôlable visuellement. Quand cette séquence est terminée, tous les élèves ont enfilé le baudrier de façon conforme. Donc maintenant que vous êtes équipés, il faut démarrer en vous encordant à chacun une extrémité de la corde. On va voir comment vous faites. Alors ce qui est intéressant, Thierry, c'est que tu leur as demandé de s'encorder chacun et les élèves spontanément interprètent ta consigne. Il y en a un qui s'encorde et l'autre qui ne s'encorde pas mais met son système d'assurage. Donc on va voir pourquoi c'est si important que chacun des élèves soit encordé à chaque extrémité de la corde. Il constitue une cordée et une cordée, c'est 2 grimpeurs réunis par l'intermédiaire de la corde.
Donc pourquoi devrait-il s'encorder chacun à une extrémité de la corde? Pour plusieurs raisons. La raison peut-être la plus importante, c'est d'abord l'accidentologie. On sait que plus tard et ailleurs, ils grimperont en tête, probablement, et on a encore des accidents avec des cordes trop courtes à la redescente. Donc prendre le temps de faire un encordement à l'autre extrémité ou un nœud de corde, ça prend dès la moulinette en quelque sorte. Au-delà de ça, qui est un argument quand même fort, pendant que le grimpeur s'encorde, l'assureur peut s'encorder et répéter le nœud. Donc il y a un apprentissage du nœud. Alors pourquoi ça devient intéressant que Arthur et Loïc soient encordés? Parce que Arthur va pouvoir vérifier l'encordement de Loïc, Loïc l'encordement d'Arthur, et on va faire fonctionner ce qu'on appelle la réciprocité de responsabilité dans la cordée. Tout en ayant une cordée qui n'est toujours pas équipée avec le système d'assurage, donc qui n'a pas le droit de démarrer parce que en tant qu'enseignant, tu n'as pas vérifié la cordée auprès d'eux. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, est-ce que tu as vérifié le nœud d'encordement de Manon? Excuse-moi. Ça va? On jette un coup d'œil sur le baudrier. Est-ce que tu as vérifié le nœud d'encordement de Lisa? Ok, ça marche. Le baudrier est serré correctement, tout va bien. À partir de maintenant, pendant qu'il y en a une qui monte, l'autre assure à cet endroit-là. D'accord? Et ensuite, quand elle a fini, vous changez de rôle. D'accord? Je vous donne donc l'autorisation de grimper. Alors, Clément, Xavier, vous êtes prêts là? Est-ce que tu as vérifié son nœud d'encordement? Non. Alors, fais-le. Ça m'a l'air d'être bon. Bon, en général, là, il y a un petit peu trop de marge, hein, mais bon, pour le nœud, il est en bonne disposition. Le baudrier, ça va. Est-ce que toi, tu as vérifié son nœud d'encordement? Alors, fais-le. C'est pareil. Ça va? Avec toujours un petit peu de longueur ici, mais le nœud d'arrêt est correct. Le baudrier est bien serré. Donc, je peux vous donner ce qu'on appelle la clé d'assurage. Vous pouvez monter. Donc là c'est intéressant Thierry parce que moi je ne donnerai pas le feu vert, je ne donnerai pas le système d'assurage, je demanderai aux élèves de refaire l'encordement pour faire respecter la consigne que tu as donnée, c'est-à-dire 20 cm en sortie de nœud et un nœud totalement compacté. C'est pas vital ici, il n'y a pas de mise en danger, tu l'as bien dit, le nœud d'arrêt est bien fait, il est trop loin et en revanche pour plus tard, ça posera problème un encordement de ce type. Donc il faut tout de suite que les élèves intègrent qu'il n'est pas conforme, que tout doit être bien compacté. Okay. On le verra pour l'escalade en tête plus tard, ça c'est vraiment problématique pour l'élève. Donc je reprends la clé et il recommence. Et il recommence pour te mettre un encordement plus propre court. Et plus court. Donc là, qu'est-ce qui ne va pas, Johan? C'est trop long. Ça c'est trop long, mais là aussi, d'accord? Cette boucle-là, elle ne doit pas exister, donc le nœud doit être très près du baudrier. Et ensuite, à la sortie du nœud d'arrêt, 4 doigts maximum. Donc ce nœud-là doit être beaucoup plus près, d'accord? Et le brin qui est libre doit être beaucoup plus court. Ok? On recommence. On a vu à l'encordement que les élèves, Arthur et Loïc, prenaient une longueur de corde qui était pas adéquate. Alors comment peut-on faire? Simplement en demandant une épaule et un bras tendus, avec une vrille, une deuxième vrille, on passe la corde comme ça, on laisse tomber, ce qui permet de conserver le repère, et derrière, passer la corde dans le pont d'encordement inférieur en utilisant la petite sangle de centrage pour remonter sur le pont d'encordement supérieur en demandant aux élèves de vérifier que ça coulisse, pour ensuite tresser le nœud du 8 avec, alors les images peuvent être de faire la deuxième voie d'une autoroute, donc je tresse le nœud du 8 rapidement, et enfin, quand mon nœud du 8 est confectionné et bien compacté, ici, il me reste à peu près 20 cm de corde pour faire le nœud d'arrêt. Le nœud est correctement réalisé. D'accord? Je vous donne donc l'autorisation de grimper. Voilà, moi avec mes élèves, j'ai pris l'habitude de leur donner le 8 et de le porter comme ça. Qu'est-ce que tu en penses toi? Eh ben, je pense que c'est un vrai geste professionnel, une vraie compétence professionnelle, parce que les élèves, on l'a vu à l'image, ne peuvent pas démarrer sans toi. Voilà. Tu vas demander, tu vérifies que les élèves se co-vérifient,
Et une fois qu'ils se sont co-vérifiés, c'est toi qui vérifies, ils ne peuvent pas démarrer si ce n'est pas fait. Donc ça me semble vraiment être la solution pour être sûr que tous les élèves ont correctement réalisé leurs encordements. On parlait de l'accidentologie, on est sûr que là les élèves auront correctement fait leur... Alors quels sont les outils qu'on peut utiliser au niveau de l'assurage? L'outil le plus connu, le plus ancien, le 8, qui est un outil qui est voué à disparaître. Il est équipé avec un mousqueton de sécurité à vis, là avec un repère de sécurité rouge. Si la couleur est apparente, ça veut dire que la vis n'est pas complètement vissée. On va voir que ce mousqueton de sécurité à vis peut être remplacé par un mousqueton de sécurité automatique. Deuxième outil qu'on peut utiliser, qui est actuellement beaucoup plus utilisé que le 8, c'est le tube. Alors il y a différentes marques, peu importe. Il est ici équipé avec un mousqueton de sécurité à bague automatique qui évite d'avoir à contrôler si la vis est fermée ou non. Ce système ici est à double gorge. Donc il est plus polyvalent qu'un système à simple gorge, mais on pourrait imaginer que pour assurer en moulinette, un système à simple gorge est suffisant. Pour installer le tube, il faut d'abord savoir qu'il y a une partie avec une gorge crantée qui est freinatrice et une partie qui n'a pas de gorge crantée. Donc ces gorges vont être plutôt vers le bas. Donc je vais installer avec le mousqueton le système sur le pontet de rappel avec la corde. Et ici, mon système est bien orienté. Il faut aussi avoir l'habitude de mettre l'ouverture du côté du système, puisque je vais devoir passer la corde dedans. Donc maintenant, je vais prendre la corde que je pince. Ici, je place la corde dans le trou qui est proche de l'ouverture, ici. Et mon système frein est installé en imperdable. Je n'ai jamais eu dans la main le système frein. Il était toujours sur le mousqueton. Pour que ça fonctionne bien, la corde en moulinette côté grimpeur est vers le haut, la corde à bloquer à deux mains est vers le bas. On voit bien qu'elle bénéficie de la gorge crantée. Troisième système qui est plus récent encore, le click-up. Alors on va voir les avantages de cet outil qui a une forme un petit peu particulière. Il est accompagné d'un autre mousqueton de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un mousqueton avec un petit ergot, et on va voir à quoi sert cet ergot. Donc on va commencer par l'installation de ce mousqueton. C'est très simple. Je viens prendre toujours le pontet plus la corde. Je viens faire translater mon mousqueton et je viens coincer le pontet de rappel et ma corde dans le coude le plus fermé. Alors, deux avantages. D'une part, ça va permettre de faire travailler la corde sur la zone qui est dédiée ici, sur la grande ouverture. Et puis aussi, ça évite que le mousqueton vienne travailler dans le petit axe ici, qui est un axe qui est évidemment plus fragile. L'outil étant orienté, c'est-à-dire le grimpeur vers le haut et les mains vers le bas, je vais pouvoir rentrer la corde en la pinçant comme avec un tube normal. Et ici, on a le brin du haut vers le grimpeur, le brin du bas qui sera le brin de blocage. Et ici, je vais pouvoir mettre ce système sur le mousqueton. Et évidemment, je ferme la vis. Donc une fois que l'outil est installé, on va voir ce qui va se passer quand la corde rentre en tension. Donc j'assure Justine, et le système en tension vient basculer au-delà du petit ergot. C'est pour ça que ça fait click-up, hein, ça fait un clic. Et dans cette position, la corde est vraiment bloquée dans le système. Sur ce système d'assurage, on a compris qu'il fonctionnait comme un tube, à une différence près, c'est que quand il est sous tension, il vient bloquer la corde. Donc évidemment, s'il travaille bien, il permet d'éviter des retours au sol. Dernier outil que je peux utiliser pour assurer Justine, c'est des outils de type gris-gris. Donc comment fonctionne cet outil? Quand on l'ouvre, on voit bien que on a une came avec un axe qui est décentré, et quand on installe la corde sur le système,
Quand la corde rentre en tension, donc ça là c'est la corde de Justine, si elle met de la tension dans le système, ça fait basculer la came qui vient pincer la corde dans la gorge. La corde est installée, je viens fermer l'outil et ensuite je viens mettre un mousqueton de sécurité dans le trou. Alors là on a un mousqueton qui est un petit peu plus perfectionné et qui permet, on va le voir à la descente, de mettre la corde au bon endroit. Donc ici, toujours de la même façon, sur le pontet de rappel, je prends la corde avec. Et là, on a un outil qui, quand il est mis en tension, évidemment, bloque tout de suite la corde. Et pour redescendre Justine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer la corde sur le bourrelet qui est là pour ça. Je mousquetonne ici le petit mousqueton de côté. Et ici, avec la poignée, je vais pouvoir contrôler la descente de Justine. Alors cet outil qui est plus perfectionné peut présenter un inconvénient majeur qui est lié à l'usage de l'outil et un défaut d'usage parce que l'outil fonctionne bien. Mais les utilisateurs ont tendance à faire quoi? À contrarier la mobilité de la came. Alors là, avec un comportement typique qui consiste à mettre le pouce par-dessus. Et comme la came n'est plus mobile, la corde n'est plus pincée. Et là, le système ne bloque plus la corde. Donc, voilà. Sur cet outil en usage courant en éducation physique et sportive, moi je ne le conseillerais pas. Éventuellement pour une association sportive ou en section sportive. Voilà, et encore, parce qu'avec un tube, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc maintenant on va voir tout simplement comment assurer un grimpeur. Donc on a donné à la consigne à l'élève d'assurer en 5 temps et vous voyez que la corde est en tension, le système d'assurage regarde vers le haut, vers le ciel et on va voir que pendant l'assurage en 5 temps, parce que l'élève maîtrise cet assurage, parce qu'il est coordonné et bien dissocié, ce système d'assurage regarde toujours vers le haut et on va bien reconnaître les 5 temps. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va très vite parce que le grimpeur va vite et on voit que cet élève de 3e maîtrise déjà cet assurage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais vous montrer l'assurage en 5 temps et vous montrer comment cet assurage en 5 temps évolue vers un assurage que j'appelle lissé, c'est-à-dire on ne voit plus ce découpage analytique avec un geste qui, vous allez voir, est beaucoup plus rapide que l'assurage en 5 temps. Mais tu peux y aller Clément. Donc les 5 temps, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et quand j'ai l'habitude, ça devient tout de suite un assurage où j'ai plus besoin de reprendre la main dessous, je laisse juste glisser la corde dans les mains. Voilà. Alors l'avantage de cet assurage, c'est que évidemment il permet d'ajuster beaucoup plus la vitesse de défilement de corde à la vitesse d'escalade et on verra que pour assurer un leader en position en tête, pour le lisser, c'est un assurage qui devient indispensable. Bien, quand l'élève arrive en haut, Clément est en haut du mur, avant de s'asseoir dans le baudrier, on va demander à l'assureur de s'asseoir lui-même pour récupérer les 8% d'élasticité de corde, de sorte que Clément en haut n'aura pas la sensation de chute. Il se sentira pris en charge par son assureur tout de suite. Il ne faut pas oublier qu'il est haut, qu'il peut encore avoir un petit peu peur de la hauteur, donc ça va être rassurant. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je bloque la corde, c'est moi qui reprend en charge le mou. C'est bon Clément? Très bien. Il peut s'asseoir également et une fois qu'il est assis, je me redresse tranquillement et c'est là que je le descends en restant dans mon couloir d'assurage. Donc les élèves ont appris à enfiler un baudrier correctement, ils ont appris à faire un encordement conforme, ils savent installer le système frein sur le baudrier et ils savent assurer en 5 temps et pour autant ils ne peuvent toujours pas aller en haut du mur. Pourquoi? Parce qu'on doit vérifier que les élèves sont capables d'enrayer la chute, de bloquer la corde avec les 2 mains sous le système frein et on doit vérifier également que le grimpeur est capable de s'asseoir correctement dans le baudrier, jambes à l'horizontale, pieds à plat. C'est ce qu'on va voir sur cette séquence maintenant.
Voilà, alors on a les deux cordées qui ont la même consigne. Les grimpeurs vont progresser sous la ligne de sécurité avant que les mains dépassent la ligne rouge de sécurité. Ils ont comme consigne de s'asseoir dans le baudrier et pour les assureurs de bloquer la chute pour vérifier qu'ils sont capables de contrôler cette chute. Ça nécessite un apprentissage, donc de la répétition. Le minimum qu'on puisse leur demander sur une première leçon en moulinette, c'est minimum 3 tests de chute. Voilà, et là, tout est bloqué et on demande aux grimpeurs d'avoir les jambes à l'horizontale, pied à plat. Très bien. Donc là, ce qui est intéressant sur cette partie du mur, c'est que quand on a des cordées qui sont relativement proches, le couloir d'assurage va être un couloir qui travaille en profondeur. On va demander plutôt à l'élève de rester sur les tapis, pas trop loin du mur évidemment, mais plutôt en retrait. Alors que s'il y a un tout petit peu d'espace latéral, on va demander à l'élève de se placer soit à droite, soit à gauche, parce qu'il y a de la place. Donc là, ici, on a de la place latéralement, et les deux cordées peuvent gérer des couloirs d'assurage qui sont excentrés latéralement, donc à droite ou à gauche. Les assureurs, les grimpeurs ne sont pas gênés et les assureurs sont correctement placés dans leur couloir. On peut éventuellement donner la consigne d'un pied contre le mur. Voilà, pour se caler. Bon, Thierry est allé ramener sa classe et Myriam, tu es à nouveau sur le mur avec une autre classe, une classe de 4e, et on voulait voir ensemble comment passer d'un assurage corde tendue à un assurage corde molle. Donc pour permettre aux élèves d'assurer sur corde molle, on leur fait faire un petit nœud magique, ici, avec plus ou moins de cordes. On serre bien le nœud, voilà, et le nœud doit être au-dessus de la tête. Ni trop loin au-dessus, parce que sinon il risque de se coincer au niveau de la chaîne d'assurage, ni trop bas ici, parce que sinon l'assureur ne va plus voir la corde, et puis il y a un risque important de pouvoir coincer les doigts dedans à un moment donné, et au moment de la chute, il va y avoir accident. Alors, moi je ferai 3 commentaires. D'abord le fait que Myriam a insisté sur le positionnement du nœud qui est extrêmement important. Deuxième, ni trop haut parce que ça vient embuter, ni trop bas parce que l'élève pourrait mettre la main dedans. Deuxième commentaire, c'est sur l'amplitude de la boucle ici. Moi je pense que la boucle doit avoir une amplitude réduite. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si la boucle est de grande amplitude et que Alexandre tombe en bas, il va venir toucher le sol. Or, on sait que Alexandre doit être assuré corde tendue jusqu'au premier point d'ancrage. Donc, si ça c'est trop grand, l'amplitude est trop forte, il peut toucher. Dernier point, compte tenu des défauts de réglage qui pourraient apparaître, on peut imaginer remplacer, et je crois que Oui. tu l'utilises, tu l'as déjà utilisé. Je l'ai déjà utilisé, oui. Remplacer le nœud par plutôt un élastique. Donc on va voir comment l'installer. Et puis un dernier commentaire pour conclure sur ce point. D'accord. Donc voilà, on peut aussi faire un nœud à l'aide d'un petit élastique. Donc toujours pareil, à le positionnement du nœud. Donc on passe un élastique, hein. Nous on a récupéré des pneus, des vieux pneus. Et donc là, ça tient un petit peu mieux. Voilà, petite boucle, juste au-dessus de la tête. Et l'élève doit arriver en haut de la voie sans que l'élastique ait sauté. Voilà, alors là on a quand même l'avantage par rapport au risque d'un doigt qui se coince. Si le doigt devait arriver à se coincer, on peut imaginer que la résistance de l'élastique soit importante. Il vaut mieux que cet élastique soit de faible résistance, et auquel cas il casse, plutôt qu'un élastique qui soit fort et qui du coup mettrait en danger le doigt de l'élève, hein, avec toujours la même hauteur. Myriam, au-delà de ces deux dispositifs, on pourrait imaginer aussi que l'élève, dans un deuxième temps, je pense que tu l'utilises, contrôle par lui-même la qualité d'un assurage corde molle, avec une corde tendue, on a bien vu, jusqu'à la ligne de sécurité, et ensuite, par ses sensations, il maintient un contrôle, une dissociation des mains, qui lui permet de maintenir une corde molle sur cette sensation. Donc moi je vérifie un corde molle, voilà, je fais bouger la corde, voilà. À partir de là, je sais que c'est corde molle. Très bien. Alors, ce qui va apparaître, la difficulté qui peut apparaître, c'est que sur la corde molle, l'élève perd le contrôle du système d'assurage avec un système d'assurage qui va tomber. Donc, s'il est bien coordonné et dissocié, le système d'assurage va toujours regarder vers le haut. Tu l'as vérifié, je crois. Voilà.
Donc ce sera quand même l'indicateur d'une compétence acquise du point de vue de l'assurage. Alors on va voir maintenant la différence entre un assurage en moulinette corde tendue et un assurage en moulinette corde molle. Quel indicateur utilise l'enseignant sur l'activité de l'élève qui ferait passer d'un assurage corde tendue à corde molle? Ces indicateurs sont simples. Du côté du grimpeur, on a un élève qui a confiance dans la chaîne d'assurage et qui n'a plus peur du vide et de la hauteur. Côté assureur maintenant, on a un élève qui est autonome dans la gestion de l'assurage de son partenaire, tout simplement. Il y a un point extrêmement important dans le passage de la corde tendue à la corde molle, c'est que la consigne d'une corde tendue à l'assurage jusqu'à ce que le grimpeur atteigne la ligne de sécurité, ou si on est en site naturel d'escalade, le premier point d'ancrage est essentiel. Pourquoi? Parce que si l'assureur assure corde molle et que le grimpeur chute, avec les 8% d'élasticité de corde et la longueur de corde consommée sur la moulinette, le grimpeur va venir toucher le sol et potentiellement se blesser. Donc on va partir maintenant pour voir le travail dynamique, de l'assurage dynamique. Donc Florent va commencer à grimper. Donc l'assureur doit être parfaitement coordonné avec son grimpeur. Donc vas-y Florent. Donc il doit se camper déjà, j'écarte un peu plus les pieds. Je m'alourdis dans mon baudrier. Aval, regarde, là t'es pas du tout coordonné. Voilà, je suis la progression du grimpeur et j'avale à mesure. Je regarde le grimpeur. Descends plus ta main. Voilà, donc Jérôme, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit sur l'assurage dynamique, Oui. le placement des mains, Non, c'est pas tant le placement des mains, c'est deux choses. D'abord, le fait qu'il soit corde tendue, alors que normalement, Voilà. pour qu'il y ait un assurage dynamique, Il faut que ce qu'il soit soit cohérent, plus. il faudrait qu'on soit sur une corde molle. La deuxième chose la plus importante, c'est qu'il n'est pas placé dans son couloir d'assurage. D'accord. Il est dans un couloir qui est identique au couloir d'escalade, ce qui pose problème pour enclencher chute. l'assurage dynamique. Là, tu viens avec moi. Et Tu lâches pas la corde. Tu lâches pas la corde. Et ici, tu viens te mettre sur le côté, tu vois, dans un couloir qui est proche du couloir d'escalade, mais désaxé. Bon, c'était confortable la chute? Oui. Donc l'assurage dynamique est réussi, Simon. T'as vu comment t'as décollé, hein? Donc pourquoi c'est confortable les garçons? Parce qu'en fait la force de choc que vous subissez l'un et l'autre est diminuée par le jeu du pendule, tout simplement. Bon les garçons, vous avez démontré un assurage dynamique dans le dévers. Il n'y a pas de frottement en haut, c'est confortable, c'était facile pour toi Simon. On va essayer de voir ce que ça donne dans un mur vertical. Ok? L'assurage dynamique de Simon appelle deux commentaires. Vous avez vu à l'image d'abord qu'il était mal placé dans son couloir d'assurage. Donc on va demander à Simon de se redécaler en étant légèrement plus proche du mur, mais se décaler un peu plus sur le côté, premier point. Et deuxième point, on a vu que l'action de poussée de jambes était très faible. Et du coup, Simon a à peine décollé. Donc l'assurage dynamique était de mauvaise qualité. Tu l'as senti, Florent? Voilà. Donc ce que je vais te demander maintenant, Simon, c'est de fléchir les jambes préalablement et de vraiment enclencher ton saut vertical quand tu sentiras la tension sur la corde, donc dans ton baudrier. Okay. Pendant que Simon redescend son partenaire, Florent, tu as senti la différence, Simon? Oui, c'était plus confortable. C'était plus confortable pour toi? J'ai rien senti. Très bien. Donc là, on a une force de choc qui est vraiment minorée par la qualité de ton assurage dynamique. Et ce qui est intéressant également, Simon, c'est que tu as vu quand tu as été tiré vers le haut, tu as été rappelé vers le mur. Et qu'est-ce que tu as fait?
Voilà, tu as avancé les pieds pour te protéger. Et on a vu que ton camarade, au moment du vol, faisait la même chose que toi, venait replacer les pieds devant en étant tonique pour éviter de se faire une entorse sur le support. Très bien, merci les garçons. Revenons quelques instants sur l'assurage dynamique. C'est un apprentissage qui est long parce que l'assurage dynamique est une opération un peu complexe. Pourquoi ? Parce que les élèves, spontanément, déclenchent pour l'assureur, déclenchent le saut vertical, non pas à la fin du vol, mais en début de vol. C'est-à-dire qu'ils prennent une information visuelle de début de vol sur le grimpeur et ils enclenchent le saut vertical, si bien qu'en fait les deux grimpeurs tombent en même temps. Donc l'élève doit changer de système de repère et passer d'une information visuelle de début de vol à une information tactile de pression qui provient de la tension de la corde, donc de pression sur le corps par la ceinture et le siège. Et cette tension est l'information qui signale qu'on doit accompagner avec un saut vertical. Donc ce changement de repère prend du temps, ce qui explique que les élèves aient des difficultés en début d'apprentissage et qui explique qu'on doive le faire répéter suffisamment pour l'intégrer. Alors on va voir un autre geste professionnel, Thierry. Là, il se trouve que tu ne vas pas gérer avec un contre-assureur, c'est ça ? Voilà. Du coup, tu vas confectionner des nœuds qu'on appelle des fusibles. Alors on te regarde. La main en bas, voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors ce qui est intéressant, on a un autre geste professionnel qui est vraiment important. Thierry a repéré la hauteur des élèves. Dès que les mains arrivent à peu près à la ligne de sécurité, le premier fusible apparaît, ce qui évite évidemment les retours au sol. Alors Thierry en tresse plusieurs, ce qui évite une amplitude de chute importante si l'assureur devait ne pas contrôler la corde, mais je dirais à minima un fusible. Un seul, ça suffit. C'est déjà, on est sûr que les élèves ne s'écrasent pas par terre s'il y a un défaut d'assurage. Là, tu la bloques. Voilà, hop. Top. Bloc. Non, non, faut la bloquer au-dessus, tu vois. Tu es obligé de bloquer au-dessus, sinon on ne peut plus défaire le nœud. Tu comprends ? Voilà, toc. Alors, selon toi, quels sont les avantages ou les inconvénients de l'assurage à 2, comme on vient de le montrer, ou de l'assurage à 3 avec le nœud français ou le Proussic Avec le contre-assureur, quoi. Voilà, avec le contre-assureur. Parce qu'évidemment, à 3, il y a plusieurs dispositifs. Soit le contre-assureur tient seulement la corde, voilà. ou comme on l'a vu là à l'image, le contre-assureur bénéficie d'un nœud autobloquant. Voilà, d'un ficellou. D'un ficellou avec un voilà. autobloquant. Je crois, si on part de l'assurage à 3, l'avantage majeur, c'est qu'on est sûr, quasi à 100%, on peut le dire, que l'élève ne tombera pas et ne fera pas de retour au sol. Okay. L'inconvénient majeur, c'est le temps d'engagement moteur durant la leçon. Ouais. Où on va retrouver un travail divisé par 3, une heure et demie de leçon, c'est une demi-heure de grimpe maximum. Et on sait bien qu'il y a du temps consommé pour le matériel. Donc voilà en termes d'avantages et inconvénients. Il y a peut-être un autre inconvénient que je verrai à l'assurage à 3, c'est que ça peut avoir... On a parlé de l'accordé et de la réciprocité de responsabilité dans l'accordé. Oui. On pourrait imaginer aussi que le contre-assureur, dans certains cas, déresponsabilise l'assureur. En quelque sorte, on ne lui ferait pas vraiment confiance et ce ne serait pas lui qui assurerait. Donc on casse un peu cette relation de cordée. Mais bon, on peut la retrouver plus tard. Voilà pour les inconvénients. Si on prend l'escalade à 2, en avantage, évidemment, c'est le temps d'engagement. Le temps de pratique. Ouais. L'avantage également, c'est qu'on responsabilise de fait l'assureur. On ne les responsabilise pas. L'inconvénient, c'est la gestion des fusibles, évidemment. Ouais. On n'est plus à l'abri. Pour être à l'abri d'un retour au sol, on est obligé d'utiliser les fusibles. Donc ça veut dire pendant toutes les premières leçons, l'enseignant doit gérer ses fusibles. Voilà. Et l'inconvénient que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'assurage, enfin les cordées de 2, ça augmente le nombre de cordées, donc ça augmente aussi les difficultés de surveillance de l'enseignant. Oui, c'est vrai. Et ça renvoie à l'organisation pédagogique. Voilà. Quand le mur est relativement homogène en termes d'inclinaison, assez rapidement, compte tenu des vitesses d'apprentissage des élèves, on va retrouver des élèves qui vont plutôt être confinés au centre du mur parce que l'enseignant est plutôt en position centrale et
et du coup va plus facilement et directement gérer ces cordées délicates. Et c'est nous qui les positionnons ou Oui. est-ce que c'est eux qui vont choisir un niveau de difficulté? Et oui, mais ça voudrait dire que, c'est pour ça que je parle de murs homogènes, Voilà. ça voudrait dire que dans tous les couloirs, il y a au moins trois voies de D'accord. niveau différentes et que tout est accessible en tout lieu de la structure. Ok. Et du coup, les élèves qui sont plus compétents peuvent migrer en périphérie, être un peu plus dégagés de la surveillance directe et un contrôle direct avec des fusibles. Ouais, d'accord. On l'a compris, la gestion des grands effectifs, des grandes classes en EPS en escalade pose problème. Les recommandations sont simples, c'est la gestion de la sécurité maximale pour les élèves. Pour cela, on peut recommander de couper la classe en 2 ou 3 groupes, de sorte que l'enseignant puisse se centrer sur l'escalade dans les voies avec les élèves, pendant que d'autres gèrent des blocs pour travailler sur la motricité. Thierry, il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est les différences de poids. Comment tu les gères, toi, avec tes élèves ? Alors, le choix des cordées, pour moi, il est d'abord fait en fonction des affinités. La priorité que je me fixe, c'est que les uns aient confiance en leurs camarades. Après, il est bien évident que quand il y a des différences de poids marquées, soit je suis pas loin, et dans ces cas-là, on va parler des fusibles. Soit je vais conseiller des changements pour que les poids soient plus équilibrés. Mais dans un premier temps, je reste persuadé que c'est la confiance parce que l'élasticité de la corde quand même arrive à compenser des différences de poids importantes. Oui, et en même temps, je crois que tu as vérifié que sur les murs d'escalade, quand c'était dans le vertical, il y avait très peu de frottement à part le point sommital. Voilà. Ça voudrait dire que quand la corde reste tendue, la différence de poids, s'il y a contre-assurage, ça peut se gérer. En revanche, dès qu'on est sur un assurage corde molle, potentiellement, l'assureur va décoller les pieds et perdre le contact au sol. Donc, moi, le conseil que je pourrais te donner, c'est de faire une vrille de corde par 10 kg d'écart. Donc, cette vrille... Voilà. Un grimpeur fait un tour de corde par rapport à son assureur. Tout à fait. Alors, comme le frottement quand la corde est molle n'est pas gênant, dès que la corde est en tension, eh bien, la pression de la corde sur corde augmente le frottement et permet de gérer le différentiel de poids. Et on ne peut pas dire qu'on va avoir une coupure corde sur corde puisque ça ne frotte jamais au même endroit. C'est sûr, ça use un peu plus la corde, mais ça permet de neutraliser des écarts de poids. 20 kg de vrille. Et puis au-delà de 2 vrilles, en général, il n'y a plus besoin en fait. Il y a suffisamment de frottement pour gérer tout écart de poids quasiment. D'accord, bonne idée. On a vu un certain nombre de choses concernant la sécurité en moulinette. Et donc moi, quand j'ai mes élèves, à quel moment je vais pouvoir repérer l'élève qui va être capable de grimper en tête ? Alors, si on se place sur le plan de la sécurité, les indicateurs sont assez simples. On en a déjà un petit peu parlé. Pour le grimpeur, c'est que l'élève soit capable, il n'ait plus peur du vide, très clairement, et confiance dans la chaîne d'assurage, et déjà abordé des chutes. Parce qu'on a abordé la chute dynamisée dès la moulinette. Donc en fait, il sait se placer dans son baudrier, il sait se réceptionner en étant tonique à l'impact, et à quel moment il revient au contact si il devait y avoir une chute. Pour l'assureur, l'indicateur également est assez simple. Évidemment, il a dépassé l'assurage analytique en 5 temps. Il est sur un assurage lissé, du point de vue du contrôle de la corde, et il est capable d'enrayer une chute, et on a vu qu'il l'avait vu déjà dès la moulinette. Voilà, il sait évidemment se placer dans son couloir d'assurage, etc. Donc on ne va pas redire ce qu'on avait dit à propos des compétences liées à l'assurage en moulinette. Et donc, pour permettre à l'enseignant de repérer l'élève qui est apte donc à assurer correctement, est-ce qu'il y a des outils qui existent ? Écoutez, oui, il y a des outils qui existent, des brevets de sécurité, qu'on appelle aussi des passeports. Ce sont des documents pédagogiques qui permettent de lister les opérations à accomplir pour valider une compétence. Pour les membres de la cordée, c'est-à-dire pour le grimpeur mais aussi pour l'assureur, avec des éléments de connaissance qui sont associés. Et ça a une double fonction. Pour l'élève, évidemment, c'est quand même intéressant d'avoir ce repérage de compétences. Et puis ça sert un petit peu de pensum. Pour les collègues, ça permet d'harmoniser les contenus et les consignes qui sont données aux élèves. Thierry, Myriam, merci pour votre accueil ici au sein du collège Charles de Gaulle. On a bouclé le chapitre, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, le chapitre sur la sécurité en moulinette, et on se donne rendez-vous pour le nouveau chapitre portant sur l'escalade en tête. Voilà, merci messieurs pour ces précisions et ces recommandations indispensables. Nous vous rappelons que cette présentation se déroule en plusieurs parties que vous pouvez retrouver sur le site EPS de l'Académie de Grenoble pour la suite ou ses compléments. À bientôt et merci.